Et ben c'est parti. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde où nous allons donc parler de hard SF, intitulée la hard SF pour les nuls, avec mes camarades ici présents, Sébastien Carassou, vulgarisateur de talent, de sa chaîne YouTube Le Sense of Wonder, Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, également vulgarisateur de talent, directeur de collection de la collection Parallax au Bélial, Pierre Rofast à mes côtés, auteur, romancier. Son dernier ouvrage de SF s'appelle La Traque de l'Orque, c'est aux Forges de Vulcain, c'est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle la trilogie baryonique. Donc on va essayer d'explorer un peu ces territoires de hard SF. Qu'est-ce que c'est que la hard SF? Ça pose évidemment dès le départ la question de qu'est-ce que c'est que la science-fiction. Donc dans science-fiction, il y a évidemment le mot science, mais est-ce que la science-fiction est un récit forcément scientifique? Quelle est la part de la science, par exemple, pour prendre des grandes œuvres populaires, par exemple dans Star Wars? Roland a écrit là-dessus. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer, on peut se dire que l'univers de Star Wars est scientifique? On pourra en débattre. Est-ce que Star Trek est scientifique? Est-ce que Flash Gordon est scientifique? Pourtant, c'est a priori encore de la science-fiction. Bref, donc il faut revenir aux sources. Hein. Vous le savez peut-être. Avant la terminologie science-fiction, il y a un mouvement littéraire qui naît en France à la fin du 19e qui s'appelle le merveilleux scientifique et qui a pour ambition bien de partir de cette révolution scientifique industrielle de la fin du 19e pour l'extrapoler, pour imaginer les pouvoirs merveilleux que la science pourrait avoir si on allait un peu plus loin que ce que on est en train de découvrir en ce moment. Mais du coup, est-ce que ça veut dire, encore une fois, qu'il faut que la science-fiction, et que donc dans la science-fiction, le sous-genre de la hard SF, rende la science plus vraisemblable, plus acceptable? Enfin, quel est le pacte en fait qu'on veut passer avec le lecteur quand on dit qu'on fait de la hard SF? Claude Eken, on en reparlera, que vous connaissez peut-être, qui est auteur, a cette phrase que je trouve intéressante et que vous allez pouvoir commenter dans un instant. Il dit « Pour moi, la science-fiction doit forcément parler de science. Quelqu'un qui veut écrire et qui n'est pas documenté du point de vue scientifique n'a rien à faire dans le domaine de la SF. » Est-ce que c'est ça, la hard SF? Est-ce qu'il faut, pour comprendre un texte, on parle de Greg Egan par exemple, est-ce qu'il faut avoir un doctorat de physique? Est-ce que c'est grave si on comprend pas tout? Est-ce que c'est au contraire une forme de relégitimation de l'auteur ou de l'autrice quand elle vraiment s'inspire et ancre profondément son récit dans des réalités scientifiques? Bon ben voilà, vous avez 1 heure, c'est parti. Et puis surtout, moi, une question qui m'intéresse, c'est finalement à qui ça parle la SF? À qui on s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse aux collègues scientifiques? Est-ce qu'on s'adresse aux gens qui viennent chercher un défi intellectuel? Qu'est-ce que c'est pour vous, peut-être pour commencer? Tiens, Pierre, pour ce roman, La Traque de l'Orque, je vais vous poser une question. Ce sera la seule fois que je le ferai, mais j'ai besoin de le faire. Est-ce que tu es un hardeur, Pierre? C'est fini, je ne la ferai plus, c'est terminé, mais c'est fait. C'est débarrassé, sorti de mon cerveau, et on peut passer à autre chose. Bonjour à tous, déjà merci d'être venus. Alors je ne sais pas si je suis un ardeur, mais moi j'ai voulu, donc la tragédie de l'orque, c'est mon 7e roman. Les 6 premiers n'étaient pas de la science-fiction. Et j'ai voulu faire un ouvrage de science-fiction, raconter une histoire de science-fiction. Et je suis pas parti bille en tête en disant que je veux faire de la hard SF en fait. Je voulais faire de la science-fiction. Tu peux nous le pitcher en 2 mots? Donc c'est de la science-fiction spatiale, lointaine, oui, alors on est dans de l'exploration profonde. Ça se passe dans 200 ans, c'est le monde a tourné la page du dérèglement climatique. Donc je voulais pas m'embarrasser avec ça et faire une dystopie. Donc ça va mieux. On a trouvé un certain équilibre qui est pas parfait, mais ça fonctionne. Et l'humanité va se mettre en quête de l'antimatière pour une raison qu'on va trouver dans le livre, qui n'est pas liée à l'énergie. Et donc elle va avec des vaisseaux un peu vieux, un peu mal fagotés, sillonner l'espace. Mais comme justement j'ai découvert que je faisais de la hard SF, donc ils vont pas très vite. Et pour se balader dans l'univers, ils vont forer des trous de verre pour aller dans une strate un peu au pif. Voilà. Et lors d'une de ces expéditions dans une strate inconnue, ça va mal se passer, donc d'où le titre La Tragédie. Un vaisseau va aller va organiser une mission de sauvetage du premier vaisseau. Donc c'est le premier tome d'une trilogie. Voilà. Donc tu considères toi que tu fais
qu'on appelle de la hard SF. Comment tu le définis en fait? Quel est le rapport que tu as et qu'entretient ta narration et ton récit avec le vraisemblable scientifique, avec la science? Comment tu le définirais ça? Alors, moi, c'est un peu spécial parce que, comme je disais, je suis parti avec une idée de faire de la science-fiction. Et quand je me suis un peu documenté, qu'est-ce qui se faisait, etc., ça faisait quelques années que je n'avais pas lu de SF. Je me suis aperçu que, comme on est en France, on aime bien mettre des étiquettes, il y avait le space opéra, il y avait la science-fiction, enfin l'art SF, etc. Et vu que je suis moi scientifique de formation, je suis ingénieur, naturellement, je suis allé vers ce que j'appelle de la hard SF pour une raison toute simple, c'est qu'en tant que lecteur, en tant que téléspectateur de films, je n'aime pas quand les choses sont pas réalistes. En fait, ça me fait sortir ça fait sortir du film, ça me fait sortir du livre. Donc, mon credo, c'est de dire, je fais des choses réalistes parce que je me projette dans un univers qui est réaliste, mais c'est pas une chose en soi, c'est pas une finalité en soi. C'est-à-dire, je le fais pour pas que ça choque le lecteur ou la lectrice, mais ce n'est pas une finalité où je vais pas tourner autour du pot et dire, regardez, je fais de la science pour de la science. Je suis très science, mais aussi beaucoup fiction en fait. Roland, est-ce que on peut résumer la hard SF à la question, la problématique du réalisme? Est-ce que ça veut dire que finalement c'est de la science-fiction où ce qui est décrit, tout en étant de la fiction, donc de la projection, est scientifiquement acceptable, vraisemblable? Comment tu le définirais, toi? Oui, il faut que ça soit peut-être plausible, pensable, enfin que ça rentre un peu dans un cadre scientifique, au moins celui que l'on connaît à l'époque où l'œuvre est écrite. Et ça se permet aussi des extrapolations, mais en partant d'un point plausible, voilà, où on a l'impression qu'on va respecter un peu la physique ou les sciences en général, les sciences naturelles en général, du temps où l'œuvre est écrite. Donc il y a quand même une attention particulière qui est faite par l'auteur ou l'autrice il faut que ça colle. En gros, on peut pas aller plus vite que la lumière, on peut pas faire n'importe quoi, mais on peut s'autoriser aussi des choses qui restent dans un cadre spéculatif, de science spéculative, sans se déjuger. Enfin, on a le droit d'utiliser les trous de verre, par exemple. On ne sait pas si ces objets existent. En même temps, c'est des sous-produits de la théorie d'Einstein de la relativité générale, une théorie de la gravitation qu'Einstein a publiée en 1915. C'est quelque chose qui est dedans, qui est compatible avec, mais on n'a pas la moindre idée de comment en faire un, on n'a pas la moindre idée si ça existe dans le réel, et on n'a pas la moindre idée de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour en faire un. Mais c'était le cas aussi des trous noirs. Par exemple, les trous noirs ont longtemps été des objets un peu scandaleux de la théorie. Et Einstein pensait que, puisqu'il y avait des objets qui pouvaient être scandaleux comme ceux-ci, peut-être sa théorie avait des problèmes, aurait des problèmes. En fait, non. C'était un objet qui s'est avéré être présent dans le réel, mais c'était pas prévu au départ, c'était un peu une prédiction mais scandaleuse, et donc ils existent. Bon, pour les trous de verre, il y a plein de raisons qui disent que pour le moment on n'en a pas dans le réel, et que en plus pour en faire un pourrait traverser un peu comme on voit dans les œuvres de SF, ça va être compliqué aussi pour plein de bonnes raisons. Mais voilà, c'est rester dans un cadre où on peut discuter et où on peut s'autoriser de la spéculation, même une spéculation assez débridée, mais qui est quand même fondée sur ce que racontent les scientifiques, qui est des fois une spéculation très débridée. Enfin, quand on parle de multivers, quand on parle par exemple de trous de verre, il y a tout un tas de notions de science ou de dimensions supplémentaires de l'espace. C'est de la spéculation de physique théorique, de physiciens théoriciens, mais on n'a pas encore la preuve concrète de l'existence de ce genre de proposition. Comment tu le vois, toi, Sébastien? C'est quand même une terminologie un peu bizarre, hard SF, parce qu'il y a presque un côté un peu décourageant. C'est genre, ça va être trop dur pour vous, vous n'allez rien comprendre, acceptez le pacte que je vous impose. Un truc un peu autoritaire, quoi. Vous êtes un peu les noobs. Ouais, il y a une distinction qui reprend un petit peu, qui singe la pseudo-distinction entre les sciences naturelles et les sciences humaines et sociales. Et d'ailleurs, dans la définition même des contours de la hard SF, elle s'oppose en pratique à ce qu'on appelle la soft SF. Donc, à la soft SF qui se définirait plutôt par un focus qui est mis sur les sciences humaines et sociales, donc la psychologie, l'anthropologie, parfois l'histoire. Et donc, pour moi, la hard SF, c'est aux sciences expérimentales ce que l'Uchronie est à l'histoire. C'est-à-dire, on a un backdrop de faits scientifiques connus à une certaine époque, comme disait Roland, mais on a un point de divergence. On va mettre un curseur au maximum et on va essayer de voir jusqu'où on peut pousser un concept avec le maximum de guidelines pour que ça soit le plus réaliste possible. Et parfois, ça peut aller très très loin. Et je pense que c'est lié aussi à la sociologie des gens qui font de la hard SF. Et notamment, c'est souvent
des ingénieurs, c'est souvent des physiciens théoriciens, c'est souvent des gens qui ont un background technique assez élevé, qui vont se servir de ces connaissances-là pour raconter leur histoire. Et je pense par exemple à Carl Sagan, qui a écrit pour moi l'un des meilleurs livres de science-fiction de hard SF qui s'appelle Contact, qui a été adapté par Robert Zemeckis en 97. Et donc l'une des idées fondamentales de ce livre, c'est qu'on va créer des trous de verre, on va faire des ponts entre les différentes étoiles pour aller dans d'autres endroits de la galaxie. Et il y a tout un big reveal là-dessus. Désolé pour le spoiler. Mais pour construire son trou de verre, la manière dont Carl Sagan va procéder, c'est qu'il va appeler son pote Kip Thorne, qui est physicien théoricien, et il va lui demander, Kip, j'ai besoin, lui il est spécialiste des trous noirs, et il va lui dire, j'ai besoin d'une manière de me déplacer dans l'univers très rapidement, mais basé sur tout ce qu'on connaît en physique théorique. Est-ce que tu peux m'aider? Et donc il y a une histoire assez fameuse où Kip Thorne va prendre un voyage de train comme ça, et puis il va faire des équations sur un papier, et il va arriver au concept de trou de verre. Et c'est pour ça, et c'est pour un bouquin de science-fiction qu'on a ce concept-là qui aujourd'hui est aussi étudié de manière scientifique en essayant de voir ce qu'on peut faire mathématiquement. C'est quoi la forme de l'espace-temps à proximité de ces trous de verre. Et c'est super intéressant, mais ça part d'un concept de science-fiction purement science-fictif. C'est intéressant parce que finalement, est-ce qu'on n'a pas besoin tu parlais, Pierre, d'étiquette. Effectivement, c'est une étiquette ou un sous-genre, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas besoin de cette étiquette fonctionnelle parce que une certaine science-fiction, notamment cinématographique populaire, a perdu la racine de ce qu'était à l'origine le merveilleux scientifique, c'est-à-dire finalement a perdu ses racines scientifiques. Donc en fait, la RDSF, c'est ni plus ni moins de la science-fiction tel qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire, comme vous le décriviez, partir de nos connaissances scientifiques actuelles pour changer un peu des variables, mais à partir de nos connaissances. Finalement, est-ce que la SF était devenue trop de la fantaisie et qu'il fallait revenir à la SF en l'appelant RDSF pour dire, voilà, en fait, on recommence, on reprend le cahier des charges initial. T'en penses quoi, Pierre? C'est possible, oui. C'est possible, mais ce qui est certain, c'est que quand on lit les classiques, ce qu'on appelle les classiques de hard SF, par exemple Asimov, Arthur C. Clarke, on est beaucoup plus dans la branche hard que tu définis, plutôt qu'effectivement peut-être les dernières œuvres qui sont, je pense, nées d'une génération qui s'est inspirée des jeux de rôle, des jeux vidéo, et donc qui est plus empreint d'une culture fantasy plutôt que d'une culture scientifique. Moi, j'ai aussi constaté que quand j'ai commencé mon livre, j'ai retrouvé un vieil encyclopédie qui datait de 1975, où il y avait des vaisseaux spatiaux, c'était un super bouquin. Et en fait, très important, c'était l'ère pré-Star Wars et pré-Star Trek. Et je pense que ces deux franchises ont fait beaucoup de tort, entre guillemets, et ont permis une uniformisation de l'imaginaire de la science-fiction, et qui n'était pas, on peut en reparler, mais une science-fiction scientifique. Que dans Star Wars, ils vont plus vite que la vitesse de la lumière, il y a du bruit dans l'espace, etc. Voilà. Donc oui, c'est une certaine forme de retour aux origines de la SF, sans doute. Voilà. Oui, tu faisais tout à l'heure référence au merveilleux scientifique. Alors, Jules Verne n'était pas classé dans le merveilleux scientifique par Maurice Renard. Enfin, on peut difficilement évincer Jules Verne des origines de la science-fiction. Jules Verne, lui, il essaie justement de faire des œuvres qui sont plausibles techniquement. Quand il fait, par exemple, son Nautilus, c'est un sous-marin, mais ça existe à l'époque. C'est des trucs à pédale, littéralement à pédale, sous 30 cm d'eau, on respire par un tuyau. Il y a les moteurs électriques qui existent aussi. Zenop Graham a déjà inventé les premiers moteurs électriques quelques années avant. Et puis, il met les deux en même temps. Donc, il y a un coup de génie. On fait une alliance de deux objets pour en faire un troisième objet technique et puis après de le prolonger, de faire le Nautilus avec, etc., tout ce qu'on voit du Capitaine Nemo. Donc lui, il essaie de faire de la science plausible et là, on pourrait dire que Jules Verne, finalement, lui, il est peut-être un des premiers auteurs de hard SF. Il veut en faire aussi le merveilleux, quelque chose qui rend les choses incroyables et qui permet d'explorer le monde. Il en tire aussi des conséquences, on pourra y revenir après, mais il en tire des conséquences humaines, concrètes, qui sont intéressantes et qui font aussi, à mon avis, tout l'intérêt de la science-fiction au-delà de la qualité scientifique et technique. Et de l'autre côté, il y a Wells. Alors Wells, il est classé par Maurice Renard dans le côté du merveilleux scientifique. Et Wells, pourtant, il met des machines à voyager dans le temps, il fait des trucs, les guerres interstellaires, enfin interplanétaires avec les Martiens. Donc ça a l'air techniquement la foutaise, d'une certaine façon. D'ailleurs, Verne déteste Wells, dit que Wells, c'est de l'invention, c'est-à-dire même péjorativement, c'est du bullshit, quoi. Il n'est pas assez ancré dans le réel pour que ça soit une œuvre intéressante, alors que lui, il essaie de faire un truc un peu extrapolé, mais plausible et qui est ancré dans le réel. Donc il y a déjà, presque dès le début, un qui va inventer des machines spéculatives, voyage dans le temps par exemple, pour faire des histoires, et l'autre qui fait des histoires, mais en restant ancré dans le réel.
Et dans les deux cas, il y a ce qui est le plus intéressant qui est commun aux deux, c'est les conséquences qu'ils en tirent, puisque finalement, quand on regarde Wells, ou si on prend la guerre des mondes, Wells, il veut quand même montrer à la bonne bourgeoisie anglaise qu'est-ce que ça veut dire d'être considéré comme moins que rien, comme les Anglais le font à la même époque, au moment où Wells publie son texte, avec les peuples qui habitent en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont littéralement chassés au sens de la chasse, alors que ce sont des humains, et ils sont considérés comme des moins que rien, écrasés par une puissance colonisatrice extraordinaire. Et donc, il en tire conséquence du fait qu'il y ait des martiens, même si c'est extraordinaire de voyager entre les planètes, etc. De l'autre côté, Wells, même en restant plausible, il en tire aussi des conséquences. Et c'est ça le point commun, il en tire des conséquences géopolitiques, puisque Nemo, qui est d'origine indienne et qui déteste les Anglais, avec son unique sous-marin, il peut couler impunément les navires anglais. Et donc, ça, on oublie souvent que Verne a été vu comme un génie qui a inventé, disons, le sous-marin électrique ou le sous-marin même nucléaire pour certains, sous-marin électrique moderne. En fait, il a pas inventé grand-chose. Il a mis en scène de manière extraordinaire cet objet technique en alliant des objets de son temps qui n'étaient pas aussi performants que le Nautilus. Mais il en a tiré une conséquence géopolitique et le Nautilus donne le pouvoir absolu sur les océans, sur les Anglais qui sont les maîtres des mers à l'époque. Et donc du coup, il y a ce point commun entre à toute la science-fiction finalement, d'en tirer des conséquences humaines, finalement, des conséquences civilisationnelles, des conséquences de société, etc., de ces objets techniques qui sont là. Parfois, ces objets techniques sont mal éduqués, ça va plus que la lumière, ça voyage dans le temps, ça fait des plans incroyables, mais c'est pas tellement ça le problème. De l'autre côté, il y en a qui préfèrent bien éduquer leurs objets parce que ça leur plaît plus, ils ont les compétences pour le faire, ils trouvent que ça donne une solidité au roman peut-être plus forte, mais ils en tirent aussi des conséquences humaines finalement. Et c'est là où, en tout cas moi comme lecteur, même en étant scientifique, c'est cette partie-là qui m'intéresse plus que la partie de la qualité scientifique de ce qui est proposé dans l'œuvre. Donc l'art SF, il y avait un peu déjà dès le début, sans que ça s'appelle ni SF, ni art, ni rien, c'était juste la scientific romance, la merveilleuse scientifique. Et en plus, Jules Verne n'était pas classé par Maurice Renard dans le merveilleux scientifique. Il y avait déjà cette confrontation finalement entre je colle au réel, technique et scientifique, ou j'y colle pas trop. C'est marrant parce que je reviens avec la rapidité de réaction qui me caractérise 10 minutes après. Tu parles de Asimov et de Clarke pour toi, c'est de l'art SF, ça. C'est le canon aurait tendance à dire que le premier auteur à qui on colle cette étiquette, c'est Heinlein. Alors moi je considère que Isaac Asimov, oui, c'est une approche scientifique avec ses lois de la robotique. Il a proposé un structuralisme, un formalisme du comportement des robots à une époque où c'était pas encore, on en était encore loin. Et fiction, pour moi c'est un vrai, ça a été un des vrais mentors entre guillemets. Je reviens quand j'étais adolescent, scientifique, baxé pour les plus anciens de la salle, où on nous mettait facilement dans des cases. Encore une fois, toi tu es scientifique, tu n'es pas littéraire. Et en fait j'avais un auteur qui alliait les deux, c'est-à-dire qu'il y avait la rigueur scientifique des histoires avec une logique, hein, tu sais, les règles imposent une logique à l'histoire et des dénouements, et en faisant des histoires qui étaient hyper bien, hyper plaisantes, etc. Donc c'était vraiment de la vraie science et fiction. C'était un modèle au sens où, pour moi, il incarne l'écrivain qui est scientifique. Et voilà. Qui ça Asimov. Asimov, ouais, pour moi. Ouais. Et voilà, donc c'est pour ça que c'était un auteur important pour moi quand j'étais jeune. Ouais. Moi, je le classerais pas dans hard science fiction, Asimov, parce que dans beaucoup de ses romans, notamment dans Fondation, il va se servir, toutes ces ressources dont il va se servir pour écrire ses romans sont des ressources d'historiens, de sociologues, etc. Genre tout le backdrop de Fondation, c'est basé sur cette pseudo-science là qui s'appelle la psychohistoire et qui est inspirée de la cliodynamique, de vraies sciences humaines et sociales, d'espèces de sociologie mathématique. Pareil pour Fondation toujours, il s'inspire d'un bouquin qui est d'un historien qui s'appelle Edward Gibbon, qui s'appelle The Rise and Fall of the Roman Empire, donc la chute de l'Empire romain. L'ascension. Merci. Donc voilà. Et donc voilà, c'est littéralement ce livre-là, mais dans l'espace, avec un autre empire galactique. Mais c'est toujours basé sur des sciences humaines et sociales. Donc je sais pas si je le mettrais vraiment dans le côté de l'aspect technique. Après, on peut ergoter là-dessus, mais c'est vrai que dans la psychohistoire, malgré tout, il y a un fondement de la thermodynamique où il dit en fait la psychohistoire, c'est la thermodynamique des groupes humains. Donc évidemment, il y a un aspect de sciences sociales, c'est appliquer la thermodynamique, les règles de la physique statistique, des grands nombres, des très grands nombres même de molécules dans un simple centimètre cube d'air, pour essayer de, plutôt que d'écrire les mouvements microscopiques des molécules d'air, de dire j'ai parlé du bloc
litre ou du 100 mètres cubes d'air globalement. Donc il y a ça, il y a un fondement mathématique, enfin un fondement, disons, rationnel derrière. Et après, bien sûr, alors là où c'est intéressant, c'est que bien sûr, il en tire des conséquences sociales, civilisationnelles, spectaculaires. Pour les robots, c'est un peu ça aussi, mais il met quand même des cerveaux positroniques avec des positrons plutôt que des électrons. Les positrons qui sont l'anti-électron, enfin la particule d'antimatière associée à l'électron. Et donc voilà, Mais le focus reste sur la psychologie des robots. Absolument, exactement. Mais c'est ça où c'est intéressant, évidemment. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'Asimov, c'est un homme aux multiples facettes. Hein. C'est le seul auteur au monde, je crois, qui a écrit, vous savez, dans les bibliothèques, il y a un système de classement, je ne sais plus le nom, avec Dewey, ouais. C'est le seul auteur au monde qui a publié un livre dans chacune de ces catégories-là. Donc ça veut dire qu'il avait le côté effectivement biologie, sociologie, mathématiques, physique, etc. Enfin c'était. D'ailleurs à ce propos, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous conseille vivement de voir un documentaire récent de Mathias Terry qui s'appelle Asimov, le père des robots, qui a été diffusé sur Arte et où il utilise le deepfake pour faire parler Asimov. Et le documentaire est vraiment absolument brillant. Et fallait pas le dire, ça spoil la fin. Ça. Bon non, bon, désolé. Si vous voulez que tout le monde a vu La Planète des Singes, parce que quitte à spoiler, on peut y aller direct. Ok. Aujourd'hui, voilà, vous pourrez me jeter des pierres ou des bières, c'est presque le même mot, mais avec une lettre qui change. Bref, N-Line, non, c'est intéressant parce que donc N-Line qui est estampillé comme étant a priori le premier auteur de hard SF, il a cette définition. Il dit, il parle d'histoires révélant non seulement dans leur argument et leur décor, mais aussi par les pensées et les motivations de leurs personnages, que l'auteur est conscient de la méthode scientifique en tant que fonction humaine, ainsi que des potentialités inhérentes à son monde. Vous avez 3 heures, c'est parti. Pour ça, Heinlein, il est à fond dans le coup, puisqu'il a aussi justifié l'importance de la science-fiction comme expérience de pensée des conséquences sociales, humaines du progrès scientifique et technique. Et dans un cadre rationnel, dans un cadre fondé sur la méthode scientifique. Et donc, il est en plein dans l'affaire, effectivement, de la hard science et dans ce que lui définissait comme étant de la science-fiction. Il a voulu aussi, dans une partie de son œuvre, quand il a publié des œuvres pour jeunes gens, juvéniles, enfin on appellera ça peut-être la jeunesse, pas jeunesse, mais c'est jeunes adultes, young adultes, on dirait peut-être ça maintenant, montrer dans des situations exaltantes, un peu à la Jules Verne, enfin c'est des situations spatiales, c'est aller dans l'univers, mais pour pouvoir, avec comme objectif de faire que chaque jeune homme, jeune fille qui lise ces romans devienne un citoyen de la galaxie, se projette dans le futur, aime les sciences, passe comme vecteur, comme moyen de se projeter dans le futur et que l'humanité essaime dans l'espace. Et presque du jour où les humains sont posés sur la Lune, les Américains sont posés sur la Lune, il a dit, bon, c'est bon, job done, je peux revenir à l'ASF que j'ai envie d'écrire pour les adultes et arrêter l'ASF pour les juvéniles, pour les young adultes. Donc, Heinlein, il avait je pense qu'il avait un projet de fonder une vision du futur qui soit scientifique, rationnelle, fondée sur la méthode scientifique, et de passer par les œuvres de science-fiction, donc du coup on appellerait de hard science-fiction, pour promouvoir cette idée-là de sa vision du futur. C'est intéressant parce que aujourd'hui, quand on pense hard SF, hard science fiction, il y a aussi, je le disais au tout début, un côté parfois un peu punitif. C'est-à-dire, je crois que c'est Ken qui disait, parfois il faut avoir besoin d'un doctorat de physique pour comprendre, notamment Greg Egan. Et donc du coup, la question que je voudrais vous poser à tous les trois, c'est quoi le pack de lecture en fait de la hard SF? Alors. C'est estampillé du saut du réel, mais vous allez en chier quand même. Hein. Ça va être, vous allez rien comprendre, vous allez passer à côté. C'est un plaisir masochiste. Quel est le message qui est envoyé finalement aux amateurs de SF, à ton avis, Sébastien? Je sais pas, il y a quand même une gradation entre Jurassic Park, qui est quand même le côté le plus accessible de la hard SF, je pense, parce que voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez presque factuel en fait, hein, de prendre de l'ADN pour essayer de faire revivre des dinosaures. Donc ça, c'est clairement le côté le plus pop culturel de la hard SF que je puisse citer. Et là, si on arrive à Greg Egan ou Peter Watts, etc., on est plutôt sur le côté punitif. Enfin, moi, je
je l'ai pas vécu comme punitif personnellement, mais parce que j'ai un doctorat en astrophysique. Du coup, ça aide à être considéré comme la personne qui est cible de ce genre de lecture. Mais Greg Egan, par exemple, dans certains de ses bouquins, il a inventé notamment le concept de football quantique. Donc, pour comprendre le football quantique, il faut non seulement avoir compris la quantique, il faut avoir compris le football. Ça c'est vraiment le truc qui me manquait. Peut-être le plus grand défi. Et Greg Egan, pourquoi pour que les gens pas leurs mains. Enfin, je veux dire, ce serait plus simple quand même, non? Je sais pas. Moi, ça m'échappe complètement. Et donc, pour comprendre le football quantique, Greg Egan a dû faire une page explicative sur son site qui rappelle toutes les règles et tous les fondements de la mécanique quantique qui sont nécessaires pour comprendre son truc. Enfin, c'est un truc de malade. Personne fait ça. Enfin, à part Greg Egan, du coup. Voilà. Il peut y avoir Greg Egan, oui c'est vrai. Greg Egan, il n'a pas de concession, aucune concession pour les lecteurs. Ça c'est sûr. Je prends alors dans un autre genre, il y a le football quantique, mais dans un autre genre, il y a en demeurant un roman absolument génial. Simplement, il y a comme on dit en physique, une barrière de potentiel. Il y a le premier chapitre, il faut le passer. Il s'appelle le titre du chapitre, c'est Orphanogénèse. Et voilà, c'est-à-dire que c'est soit on le lit comme de la poésie, et comme là ça peut passer. Soit on comprend les sciences qu'il y a dedans, et là il faut avoir un doctorat en quelque chose, voire en plusieurs choses. Mais il n'y a pas de concession pour les lecteurs. Donc ça, de ce point de vue-là, ça peut être un peu raide. Après, ça devient beaucoup plus ligne une fois qu'on a passé cette barrière-là. Après, ça roule bien. Et peut-être on comprend après ce que voulait dire finalement ce premier chapitre. Mais il peut y avoir une sorte de vertige aussi de l'incompréhension. Enfin, comme de la... Alors, je vois dans un autre cadre tout à fait différent. Il se trouve que je suis très impliqué dans un festival d'astronomie. Vous aviez cru que j'allais dire un festival de science-fiction, c'est vrai aussi. Mais dans un festival d'astronomie, dans lequel qui se déroule, publicité, chaque année dans le Gers à Florence. Et dans ce festival d'astronomie, il y a différents niveaux. C'est un festival de science, là pour le coup, de science. Et on a pour que le public éventuellement nouveau puisse y reconnaître, ou de niveaux différents puissent y reconnaître, il y a des fils. Il y a les fils verts, il y a des fils jaunes, ça c'est les basiques. Il y a les fils rouges, ça c'est déjà un peu plus. Et puis il y a le fil noir. Là, le fil noir, c'est aucune concession pour le public. C'est des cours de master. Exactement. Le fil noir, on dit explicitement aux gens qu'on invite au cours, vous pouvez prendre votre cours de master et le dire. Voilà, c'est ça qu'on attend, un cours de M1 ou de M2 de quelque chose. Donc ça rigole pas, si on n'a pas les bases, on se fait défoncer. Alors on s'attendait en faisant ça qu'il n'y ait personne. Enfin, personne, si, 5 étudiants, 2 copains du chercheur qui est là ou de la chercheuse qui est là pour écouter ce qu'il a raconté, puis qu'il y ait 10 personnes. Et en fait, il y a typiquement 80 personnes dans ce genre par opposition aux autres tables, enfin aux autres présentations, il peut y avoir 400 ou 500 personnes. Et 80 personnes. Et là-dedans, il y en a plein qui ne comprennent rien, mais qui disent explicitement, ils ne sont pas là pour comprendre, ils sont là pour, par exemple, voir ce que c'est un cours de haut niveau. Une sorte d'expérience poétique. Après, ils en voient un, ils vont pas aller voir 50, hein, il n'est pas con non plus. Hein. C'est quand même pas déconner non plus. Mais il y en a qui viennent aussi pour autre chose que l'information qu'on va en tirer. Et donc, il y a une sorte de vertige de l'incompréhension, de vertige de la science qui peut être, dans le cas de Greg Egan, ça peut être quelque chose. Ça peut être un reboussoir, ça peut être aussi une chose qu'on recherche. Et je vais rebondir là-dessus sur une anecdote perso autour de la méthode scientifique, puisque moi je trouve effectivement que c'était important, et on a pu me dire parfois que la méthode scientifique, il y a des moments où ça devenait un peu technique, où on perdait un peu le fil, et je pense toujours que ça n'est pas grave, et j'ai toujours répété, c'est pas grave de pas tout comprendre, on n'a pas toujours besoin de tout comprendre, il y a des choses qui peuvent nous échapper, et puis on ne comprend pas forcément tout par la stricte raison, c'est-à-dire qu'on peut se laisser entendre un discours en disant je maîtrise pas exactement toutes les notions, et puis moi je faisais attention à ne pas rester trop longtemps dans le grand bain et revenir dans le moyen bain puis dans le petit bain, donc un peu comme les fils. Et la plus belle anecdote là-dessus, c'est que un soir avec l'équipe, on va boire des coups dans un rad vers Belleville, et le patron, c'est vraiment un petit rad très sympa, et le patron écoutait vraiment France Culture tout le temps. Et il comprend qu'on est de France Culture, mais il comprend pas qu'on est la méthode scientifique. Il dit Pierre, moi j'écoute l'après-midi quand il y a personne, et il y a une émission incroyable, c'est une émission scientifique. Je pite rien, mais c'est génial parce que la méthode scientifique, on comprend rien, mais on comprend tout. Et j'étais là genre, ok, c'est mon slogan. C'est bon, c'est parfait. Ça veut dire que j'ai réussi, c'est bon. Non mais c'est intéressant de se dire que c'est pas grave finalement si ça échappe un peu. Mais le problème, et peut-être on peut t'entendre là-dessus, Pierre, c'est parce que dans la tragédie de l'orque, il y a pas de ticket d'entrée. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'être bon. C'est juste un souci de vraisemblance. Alors oui. Cela dit, ce souci de vraisemblance, il n'existe pas que dans l'art d'SF. Mon précédent roman, il s'appelait Habemus Piratam. C'était un livre sur la cybersécurité, le monde des hackers, parce que
c'est mon domaine professionnel, et je trouvais justement que c'était hyper caricaturé dans les films, dans les séries, dans les trucs, l'ado en capuche, etc. Dans le monde réel, ça se passe pas du tout comme ça. Et donc, c'est la même démarche en fait, c'est de dire, je veux écrire un livre qui soit alors non pas scientifique mais réaliste, hein, du point de vue des acteurs, de l'économie, etc. Pour que le lecteur lambda finalement ça le choque pas. Enfin, trouver le bon compromis entre c'est pas trop technique, il y a pas de jargonnage informatique ou scientifique, mais pour que le lecteur qui soit averti se dise tiens là pour une fois je tombe sur quelqu'un qui s'y connaît. Et en fait, l'analogie que je prenais pour présenter ce livre, c'était une partie d'échecs. Supposez que vous vouliez faire un film ou un livre sur une partie d'échecs. Pour le néophyte, en fait, ça va être 50 coups où on voit voilà. Et au 17e coup, quand le joueur va faire un coup génial ou il va bouger le fou, si vous comprenez pas les règles en profondeur, vous pouvez pas voir la beauté du coup, l'originalité, etc. Mais en fait, en science ou dans un polar ou dans tout ce que vous voulez, si vous connaissez pas le métier qui est sous-jacent à l'intrigue du livre, vous pouvez pas admirer le coup de génie du malfaiteur, par exemple. Donc toute la question de l'écrivain, c'est ça, c'est comment jongler sur cette crête où si je l'explicite trop scientifiquement ou trop dans un jargonnage métier, je vais perdre le lecteur, versus si je simplifie de trop, bah, ça va être un peu tarte à la crème et ça va être trop. Donc oui, c'est pas évident. Moi, l'obstacle que je peux voir à la hard SF pour le public lambda, entre guillemets, c'est plutôt le côté froideur des histoires et des personnages qui sont dedans, qui sont en général peut-être... Enfin, les personnages deviennent les décors de l'histoire plutôt que le focus central, qui est souvent des méga-structures astrophysiques, etc. Enfin, le côté mécanophilie presque, parce que c'est souvent des expériences de pensée qui sont très très poussées. Et j'ai un exemple en tête, c'est l'Anneau-Monde de Larry Niven. L'Anneau-Monde, je pourrais pas vous citer l'histoire de l'Anneau-Monde. Par contre, je peux vous dire comment il fonctionne parce que tout est décrit dans les détails sur le cycle jour-nuit de qu'est-ce qui se passe dans cet Anneau-Monde. Donc tout ça est décrit très précisément, mais les personnages sont secondaires, les intrigues sont secondaires. Et personnellement, j'ai une relation un peu ambivalente avec cette littérature-là, parce que autant oui, je suis mécanophile. Enfin. Voilà. Intéressant. Tout bien, tout honneur. Et alors mais j'aime bien quand les personnages sont humains, ou enfin des personnes, quoi, au sens large. Et comment l'interprétez-vous? Alors ça remonte à mon enfance. Okay. On est entre nous, personne ne nous écoute, allez-y. Ça ne sortira pas de cette salle. Non, mais c'est intéressant parce que justement la question que je voulais te poser, c'est est-ce que la hard SF, alors j'utilise volontairement le mot punitive, mais c'est avec toutes les réserves qui peut y avoir autour. Est-ce que c'est pas un peu antinomique justement du sense of wonder qu'on cherche dans la science-fiction? Est-ce que les deux sont compatibles à ton avis? Ça peut être compatible dans le sens où on va avoir des personnages humains qui vont se confronter à quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Et donc ça, c'est un sentiment qui peut être transcrit assez facilement. Et bon, dans Contact, c'est typiquement ce qui se passe. Les personnages, c'est des scientifiques, mais qui se confrontent à quelque chose d'incompréhensible, qui relève de l'expérience presque spirituelle. Et là, on a du sense of wonder presque paradigmatique, quoi. Souvent, c'est peut-être dans l'échelle même des structures qui sont décrites qui va générer chez le lecteur ou la lectrice ce sense of wonder là, mais c'est peut-être pas suffisant. Je sais pas, il faut peut-être une disposition à être émerveillé face à ces choses extrêmement grandes et qui peuvent parfois être angoissantes. En fait, il y a des gens qui ont peur de l'infini, il y a des gens qui ont peur de tous ces grands concepts là, et ça peut créer une espèce d'angoisse. Je crois le sentiment esthétique, c'est un concept qu'on peut appeler le sublime, quoi. C'est cette espèce de crainte et de respect qu'on peut avoir face à des trucs qui nous dépassent complètement. Mais il y a aussi cette notion de crainte. Donc plus le sublime que le sense of wonder, je pense, dans la hard SF. Il peut y avoir aussi l'idée qu'en science, il y a des idées spéculatives mises en scène qui sont incroyables. On se dit, finalement, il a réussi en tenant la boutique, si je veux dire, en tenant le côté scientifique à peu près plausible. L'auteur ou l'autrice a réussi à faire quelque chose d'incroyable. Alors, il vient d'être publié récemment L'œuvre du dragon de Robert Forward là, chez Mnemos. C'est un roman de science-fiction un peu ancien maintenant, mais où il décrit une vie. Alors pour le coup, il fait le tour de force de 1, mettre de la physique plausible, et 2, de décrire une vie extraterrestre vraiment très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire en gros des humanoïdes bleus sur une planète gentille et qui font des plans. Ce sont des êtres qui vivent à la surface d'une étoile à neutrons. Alors quand on voit les conditions de ce que c'est une étoile à neutrons, gravité de surface, c'est 6 ou 7 millions de fois la gravité terrestre, la chimie, il n'y en a pas beaucoup, ça va être que des phénomènes de physique nucléaire, enfin, et il tient la boutique avec ça, et il fait quelque chose qui est incroyable, parce que c'est la rencontre d'humains avec ces êtres
ils vivent à la surface de l'étoile à neutrons, mais parce que leurs processus de vie sont plutôt fondés sur la physique nucléaire plutôt que sur la chimie, comme nous. Ils ont des temporalités qui sont typiquement 1 million de fois plus rapides. Et donc toute leur évolution du moment où ils émergent, la vie émerge, jusqu'au moment où ils sont capables de faire des trucs incroyables, techniquement, il leur faut très peu de temps. Et les humains les croisent et quelques jours plus tard, les extraterrestres leur disent « Salut, on a trouvé les moyens de voyager grâce à la gravité. Salut les gars, on s'en va, mais on vous code, parce que vous avez été sympa avec nous, on vous code... décoder, maintenant vous avez 500 ans pour décoder le truc qu'on vous laisse, que vous êtes sympa, là on vous laisse la solution, mais coder. Salut, ils se tirent. Et les gars, parce qu'ils ont été juste 1 million de fois plus vite que nous pour faire des plans. Et donc il y a quelque chose d'assez étonnant, l'air de rien, dans cette œuvre. Ça reste un peu sec, parce que les Sheila, ces êtres, évidemment, il en fait les anthropomorphise un peu, mais enfin, ça, des extraterrestres, c'est compliqué d'écrire des extraterrestres si différents. Enfin, Peter Watts y arrive pas mal dans Vision aveugle. Moi, je pense même à Wilson, hein, dans Les Derniers Jours au Paradis ou dans Spin. Oui, mais pourtant, moi qui adore Wilson particulièrement, j'ai jamais considéré que Wilson était de la hard SF ou qu'il y avait un ticket d'entrée ou que c'est. Enfin, je sais pas ce que non, mais c'est pas de la hard SF. Wilson, je le classerai pas dans la hard SF parce que quand dans Spin. Attends, pas de spoil, attention. Bon, on dit rien. Mais bon, en tout cas, là, il y a quand même dans le cas de Robert Forward, lui, c'est un physicien théoricien. Donc il met de la science dedans, il veut que ça colle. Et d'ailleurs, à la fin, il y a un appendice. Ils l'ont publié d'ailleurs dans la réédition. Il y a un appendice technique à la fin, quoi. Enfin, il raconte des trucs. Et alors, il y a des choses qui sont un peu datées parce qu'on a un peu évolué sur notre compréhension de l'étoile à neutrons, mais essentiellement, il raconte des choses tout à fait plausibles, ça essaie de tenir la route, quoi, de tenir la boutique. Et Arthur Clarke fait pareil dans pas mal de ses œuvres aussi, quoi. Il veut que dans Rama, si on prend Rendez-vous avec Rama par exemple, c'est pareil, quoi. Il fait un truc super plausible, quoi, l'air de rien, mais en même temps il y a une étrangeté. Il arrive à créer une étrangeté, un émerveillement qui vient de simplement la découverte d'un système technique. Et ce vaisseau qui rentre dans le système solaire, un vaisseau vide au demeurant, il rentre dans le système solaire, on rencontre des extraterrestres sans les extraterrestres. Donc il y a toujours quelque chose qui est d'humain derrière. Avec les Sheila de Robert Forward, on rencontre des extraterrestres qui sont rédhibitoirement en dehors des sensations humaines habituelles et de l'imagination qu'on a habituellement d'un extraterrestre, présenté dans la SF et tel qu'on peut l'imaginer nous-mêmes. Et puis d'autre côté, ils sont même pas là. Donc juste, il y a de l'objet. Et il faut avec ça se débrouiller pour se faire une idée de ce que sont ces extraterrestres. Donc il y a encore une fois un rapport. Là, il y a quelque chose de très humain, enfin de très relationnel entre des êtres vivants, les humains, et puis d'autres êtres vivants, soit directement, mais qui sont absolument rédhibitoirement dans notre champ, soit qui sont même pas là. Et donc du coup, il faut se débrouiller avec leur absence, mais l'objet technique qui reste là. Pierre, peut-être là-dessus, sur la façon dont toi, tu t'arrives à combiner cette exigence de réalisme, de plausibilité avec le Sense of Wonder. Ouais, alors une ligne guide, moi c'était la comment dire, la psychologie des personnages, les passions des humains. Je pars du principe qu'en fait on sera les mêmes dans 200 ans, de même qu'on était les mêmes il y a 200 ans ou il y a 7000 ans. C'est-à-dire tout ce qui fait le sel de notre vie, les passions, la jalousie, l'arrivisme, la colère, la joie, etc. Il n'y a pas de raison que ça change. Et pour moi, c'est ça qui donne un peu le fil rouge quand on lit de la science-fiction, on se projette. Donc il y a déjà un univers à appréhender, il y a des technologies à appréhender, ça peut être complexe comme on l'a vu, mais au moins le lecteur ou la lectrice se rattache à ça en se disant, finalement, oui, je reconnais bien les travers des hommes et je vois pas pourquoi ça changerait. Et là, je vais faire l'exploit de passer Balzac dans une conférence sur la hard SF. Quand vous lisez par exemple Les Illusions perdues, les Illusions perdues ou même Zola, l'argent, en fait, on s'aperçoit que des livres écrits au 19e qui parlent soit du monde de l'édition, soit de la bourse, c'est exactement pareil qu'aujourd'hui. Donc les technologies ont évolué, on va plus vite, etc. Mais le monde, les aspirations, la course à l'argent, au succès, à la gloire, c'est exactement pareil. Donc moi, je transpose ça dans 200 ans et on va retrouver les mêmes guéguerres entre, je place un institut et une agence, ils vont se battre pour avoir le plus de pouvoir, etc. Et c'est ça qui fait pour moi le réalisme du truc. Ouais. Roland, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que Claude Eken, donc, qui creuse le sillon de la hard SF parfois un peu poilu, à propos d'un bouquin qui s'appelle Les Souterrains du temps, il voulait développer l'idée d'une bombe temporelle qui aurait le mérite de vieillir ce qu'elle atteint. Tu as consulté, tu lui as dit que c'était absolument impossible. Et donc, je cite Claude Eken, « J'ai donc tenté de relever le défi en jouant sur le voyage spatial hyperluminique et sur un tube de Krasnikov basé sur la métrique d'Alcubierre. »
Oui, on peut pas traduire en français oui, courant pour gens avec moins de neurones, ça fait quoi? On peut le traduire en français. Alors, non, mais ça c'est bien. C'est-à-dire que là déjà, il y a du name dropping. Là, on met des noms. Alors, soit la science-fiction invente les mots parce qu'elle en a besoin. Donc, elle va inventer des mots qui lui sont utiles, hyperespace par exemple, ou multiverse, voilà, des mots, ou même aéronautique. Hein, ça vient d'un auteur de science-fiction. Le mot aéronautique, pas aéronautique, astronautique, a été inventé par René Henné. Donc là, il y a l'aspect du name dropping, mais là en plus c'est des vrais noms. Donc à la limite, si on veut les chercher, il y a des vrais noms. Donc quand on dit les métriques d'Alcubierre, c'est un physicien mexicain qui s'appelle Miguel Alcubierre et qui a imaginé qu'on puisse se déplacer en déformant l'espace-temps. En gros, l'idée, pour faire court, c'est de dire pour aller de Paris à Marseille, quand on veut aller de Paris à Marseille vite, en fait, ce qu'on veut, c'est pas y aller à grande vitesse. Ce que vous voulez vraiment, c'est d'y aller en peu de temps. Alors, comme la durée du voyage, c'est la distance divisée par la vitesse, et que la distance de Paris à Marseille, elle est fixée, vous avez tendance à dire qu'il va falloir y aller vite. Mais en fait, ce que vous voulez y aller, c'est en peu de temps. Donc déjà, il faut bien cibler sur qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et pour y aller en peu de temps, une autre façon de faire, c'est de réduire la distance de Paris à Marseille. Ce qui, en pratique, n'est pas facile. On peut aller de Paris à Lyon, par exemple. Mais du coup, Lyon, c'est pas Marseille. Bon. Donc, c'est très bien, Lyon, par ailleurs. Mais c'est bien aussi. C'est très bien aussi. Voir, c'est presque mieux. Oui, oui. On a beau dire. Bon. Et en tout cas, au final, l'idée, c'est de pouvoir réduire la distance qui me sépare de l'objectif à atteindre en prenant la ligne d'arrivée, en la tirant vers moi. Parce que, encore une fois, en relativité générale, cette théorie de la gravitation d'Einstein, l'espace-temps est déformable par la présence de masse et d'énergie et par le mouvement éventuellement de ces entités. Et puis je déforme et je fais un pas à vitesse normale et je lâche le bout et je suis arrivé, quoi. C'est pas comme ça qu'on fait en pratique, mais dans la métrique d'Alcubierre, l'idée c'est de déformer l'espace en gros en creusant un trou devant vous, un puits de potentiel, en faisant un truc où vous tombez dedans. Alors pour des questions de symétrie, il faut aussi en même temps dilater derrière vous, ce qui nécessite d'avoir un petit trou noir devant et un trou noir de masse négative derrière, ce qui n'est pas facile à faire en pratique. D'avoir des trous noirs sous la main, et puis ensuite d'avoir en masse négative, ça n'existe pas pour l'instant. Et puis après, vous pouvez vous déplacer super bien par déformation de l'espace. Alors, même si vous avez la matière pour faire ça, c'est pas possible de le faire en pratique, pour une raison simple, qu'a soulevé Sergueï Krasnikov, un physicien russe. Il a dit non, mais super, la métrique d'Alcubierre, que si elle apparaît magiquement, ça bouge tout seul, c'est super. Mais si on est dedans et qu'on veut arrêter la machine à un moment donné, parce qu'on veut descendre, quoi, c'est con, on veut s'arrêter, il faut toucher la bulle qui vous entoure, c'est une sorte de bulle. Et pour la toucher, vous la touchez en envoyant un truc, par exemple un faisceau lumineux, et un faisceau lumineux met un temps infini pour atteindre le bord de la bulle. Vu les déformations qu'il y a sur le bord, elle n'atteint jamais. Donc une fois qu'on est dedans, que ça a apparu magiquement, on ne peut pas l'arrêter. Bon, c'est pas très pratique, puis on ne peut pas la créer non plus du coup. Donc il dit mais pas de problème, j'ai un autre plan, et lui il a imaginé un plan où on va plutôt tisser, on va déformer l'espace-temps sur toute la trajectoire à vitesse subluminique, sur le trajet que vous voulez faire. Donc vous travaillez l'espace entre Paris et Marseille, et puis ensuite vous pouvez emprunter ce truc que vous avez fabriqué pendant votre trajet, aller minablement, en marchant lentement, en voyageant lentement, pour revenir d'un coup, en une durée la durée d'aller-retour pour quelqu'un qui est resté sur Terre peut être aussi proche de zéro que vous voulez. C'est-à-dire vous pouvez, Nicolas Martin est parti faire son tube de Krasnikov. Bon, il est déjà là. Il est déjà là et il t'a rien fait. Si, je l'ai fait, mais il a mis 1000 ans pour le faire et il est revenu tellement rapidement, en voyageant en apparence plus vite que la lumière, pour revenir peu de temps après son instant de départ. Et donc ça, c'est quelque chose qui est compatible, ce tube de Krasnikov. Alors, Alcubierre, c'est compatible avec la relativité générale, sauf qu'on ne peut pas le fabriquer. Je ne parle même pas de la matière, on ne peut pas le contrôler. Le tube de Krasnikov, ça marche mieux, mais enfin, ce n'est pas facile non plus à faire. Il faut tisser tout ça à vitesse luminique, revenir, enfin, c'est compliqué. Mais du coup, ça permet aussi de créer un vertige par les mots, des mots réels, enfin, avec des noms réels, des mots réels, même si on ne les comprend pas, de la même façon que la science-fiction crée des mots aussi pour créer un vertige technique, pour donner un semblant de vérité. Sauf que là, si on creuse derrière, c'est pas que ce soit la vérité, il n'y a pas de vérité en science, mais il y a quelque chose derrière, on peut creuser, on peut se renseigner, regarder les pages Wikipédia, lire les articles en anglais qui sont incompréhensibles si on n'a pas fait un bac plus beaucoup en relativité restreinte. Et donc on peut regarder, on peut creuser, derrière il y a des choses. C'est ça qui est amusant dans cette affaire-là. On peut prendre le Faucon Millennium, c'est comme plus simple. Le Faucon Millennium, ça marche aussi. Alors, c'est résolu plus rapidement. Il va plus que la lumière et il y a un autre problème, enfin bref.
Il y a d'autres problèmes. Mais il y a beaucoup de l'Enterprise, problèmes avec le pour le Faucon coup. Oui, il y a Millennium. beaucoup de Ouais. problèmes pour Millennium. Mais on aimerait en avoir un quand même. Oui, ouais. Finalement. Ou on aimerait le voir dans des bons films, mais ça c'est un autre problème. Oula. Oula. Ça rigole pas, ça balance. hein, sur le plateau. Je me barre immédiatement après cette conférence. Je trace parce que je vais On va me courir faire. très très vite. Ouais, très vite. Réduire la distance. Mais entre soi. j'ai mon tube de Krasnikov qui m'attend dehors à la sortie pour me ramener ailleurs. Je sais pas si je. Sur des Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai complètement perdu le fil. Ah oui, non, si. Ce qui est amusant aussi, outre ça, c'est que sans rentrer vraiment effectivement dans le truc un peu râpeux, un peu ardu, et notamment toi Roland, t'as une passion pour la façon dont on construit, dont on peut représenter les vaisseaux spatiaux. Et c'est-à-dire de se dire, moi j'adore toujours t'entendre sur ton vaisseau spatial préféré, le plus réaliste, celui vraiment que tu aimes le plus dans la science-fiction récente cinématographique. Tu peux nous expliquer pourquoi tu l'aimes et pourquoi, à quoi ça ressemblerait finalement un vaisseau Oui, spatial réaliste. c'est le vaisseau d'Avatar, enfin qu'on voit dans Avatar 1. Je sais pas, j'ai pas vu Avatar 2 encore, donc je sais Rien pas raté, vous dire. pardon. Mais dans Avatar 1, bon, Partir très très vite. mais Non, mais dans- Roland, t'as vu le 1, ça suffit. j'ai vu le 1, ça suffit. Ah bon, c'est Arrête-toi bon. là. Tu peux le regarder une Ah deuxième mais fois. merci les amis, ça m'économise du temps. Mais donc le vaisseau, le Venture Star, il est bien fait, c'est-à-dire qu'il a, quand on le voit, enfin dès qu'on a un œil scientifique évidemment, on reconnaît la fonctionnalité de pas mal de ces éléments, pratiquement tous ces éléments. Il est plausible, on peut même mener une enquête sur lui. Enfin, il est bien conçu. En pratique, impossible à réaliser, on saurait pas le faire, hein, parce qu'on peut aussi déterminer sa dimension, qui n'est pas donnée dans le film. Là, c'est la partie que j'aime bien faire, la partie enquête scientifique. Après, il y a autre chose. C'est-à-dire quand l'auteur ou l'autrice veut faire vrai scientifiquement, même quand c'est pas hard SF, par exemple dans Tintin, on peut pas dire que c'est de la hard SF, Tintin, mais Tintin, quand on regarde certaines représentations, par exemple, quand ils sont cul par-dessus tête dans la fusée lunaire, quand les Dupont ont coupé le moteur atomique qui propulse la fusée, le moteur atomique, c'est un peu SF, mais en même temps, ils sont vraiment en impesanteur, cul par-dessus tête, et c'est une très bonne représentation de l'impesanteur, au moins 20 ans avant qu'on voit vraiment des humains en impesanteur, cul par-dessus tête, dans une station orbitale. Donc, c'est pas de la hard SF, mais il veut faire vrai, puis des fois, il se trompe beaucoup. Mais l'intérêt, c'est que quand ça veut faire vrai, on peut essayer après d'analyser, de s'en servir d'ailleurs, surtout si l'œuvre est intéressante, si elle est bonne, si on a plaisir à la regarder ou à la lire. On peut essayer de mener une enquête sur le monde qui est proposé par l'auteur ou l'autrice, et puis de s'en servir, de hacker finalement le roman pour en faire autre chose que ce pourquoi il est prévu, c'est-à-dire une sorte de divertissement quand même, malgré tout. C'est fait pour divertir, la science-fiction, c'est de la littérature, c'est un art, il n'y a pas de volonté pédagogique particulière, enfin il peut y en avoir, mais c'est pas intrinsèque à la science-fiction, et donc de s'en servir pour la hacker littéralement et en faire autre chose, un support pédagogique, un support de jeu intellectuel. Ça rappelle une chose que disait Al Clément. Al Clément, c'est un auteur de science-fiction dans les années, plutôt que dans les années 60, qui a écrit notamment Mission Gravité. Ça s'appelle maintenant Question de poids. Enfin, ils ont changé le mot en français, c'est le titre qui s'appelle Question de poids maintenant, mais c'est Mission Gravité quand j'ai lu petit, dans lequel, pareil, il crée un monde avec une gravité extraordinairement grande, une planète qui tombe très vite sur elle-même, ce qui fait que la gravité varie beaucoup entre l'équateur et le pôle. À l'équateur, la gravité est 3 gravités terrestres, c'est déjà un peu costaud, et au pôle, parce que la force centrifuge est nulle, la rotation de la planète est vraiment extraordinaire, au pôle, la gravité, c'est 700 gravités terrestres, donc là déjà, c'est plus chaud. Et il y a des êtres qui vivent sur cette planète, et qui vivent aux endroits où ils sont un peu habitués, puis les humains perdent un objet, un artefact humain qui tombe sur cette planète, les humains ne peuvent pas descendre la récupérer, la gravité est vraiment trop importante. Ils demandent aux extraterrestres qui sont sur place, les mesclinites, la planète s'appelle Mesclin, eh bien, allez, est-ce que vous pouvez récupérer le matos et nous le renvoyer? Et donc, c'est tout ça, c'est pas très, là, du point de vue du style, du point de vue des personnages, de la psychologie, tout ça, c'est pas très évolué. Il faut reconnaître. Là, c'était vraiment le cas, vraiment, de citer tout à l'heure Sébastien. La vitesse de libération avec une gravité à 700 G, ça doit être un peu. La planète est très éduquée, la planète est très chiadée, plein de choses sont très chiadées techniquement, et Al Clément a expliqué, il a tout un article où il explique comment il a créé son monde, et il appelle ça même, il appelle ça The Game. Il dit, moi, comme auteur de science-fiction, il était de formation scientifique, moi, comme auteur de science-fiction, ce qui m'intéresse, c'est de mettre de la science dedans, de faire un truc aussi cohérent, aussi rationnel, aussi cohérent que possible. Et après, The Game, le jeu, c'est pour le lecteur ou la lectrice de lire le truc et de voir où je me suis trompé, de voir où j'aurais pu faire mieux. Et puis, ça fait une sorte d'interaction entre moi et mon lectorat à distance qui est au-delà du simple, éventuellement, plaisir de lecture. Dans le cas de Question de poids ou de Mission Gravité, c'est quand même pas un plaisir de lecture renversant. Mais l'œuvre est intéressante parce que du coup, on va la regarder avec un œil différent et c'est une interaction à distance via l'œuvre sur la façon dont l'auteur a voulu mettre en scène les éléments scientifiques ou techniques qu'il a décrits dedans. Et donc, il y a une espèce de jeu qu'on peut jouer avec ça et qui est assez plaisant d'aller voir est-ce que ça tient la route finalement. Et intellectuellement, c'est une sorte de
bah vas-y quoi, j'ai fait mon truc, maintenant montre-moi que ça marche, montre-moi que c'est faux. Ça c'est une question intéressante parce que bien sûr c'est écrit science-fiction. Donc on sait que c'est faux d'une certaine façon, ça n'avance pas masqué. Mais c'est une question intéressante parce que montrer que c'est faux, c'est exactement le fond de la recherche, comment dire, de la méthode scientifique. Si on ne cherche pas à montrer qu'une hypothèse est juste, on ne cherche pas à trouver les exemples qui vont justifier l'hypothèse, ça serait faire du cherry picking ou d'avoir des biais de confirmation. On va chercher à casser l'hypothèse de la personne qui le propose. On va chercher à montrer que c'est faux, à trouver des expériences, des observations ou des arguments qui vont tuer l'hypothèse qui est proposée. Et donc, montrer que c'est faux, c'est exactement au cœur de la démarche scientifique. Donc, ce jeu-là, il est intéressant quand tu utilises la science-fiction pour cette vertu pédagogique. Elle n'est pas faite pour ça. Mais ce que propose le game de Hal Clément, c'est exactement ça. C'est l'idée de, voilà, moi j'ai fait une œuvre, j'en ai chié, j'ai bossé, voilà, j'ai bossé. Voilà, je vous la pose devant vous, lisez-la et j'espère qu'elle vous plaira. Ça, c'est un point. Mais ensuite, allez, maintenant, faites mieux. Enfin, dites-moi ce qui ne va pas et comment on pourrait faire mieux. On va prendre des questions si vous voulez pour conclure parce qu'on arrive dans les dernières minutes. Est-ce que oui, devant, s'il vous plaît. J'allais poser la même question, c'est fou. Vous connaîtriez peut-être. C'est de la hard mathematic fiction. Alors Flatland, pour les gens qui connaissent pas, c'est un monde qui est en 2D, en 2 dimensions, avec des petits êtres qui sont des êtres géométriques qui vivent à l'intérieur. Il y a une petite légère pente de gravité qui leur permet de savoir quel est le haut, quel est le bas. Et puis il y a un objet en 3 dimensions qui débarque dans leur monde. Et donc ça explique voilà, c'est quoi les liens entre les différentes dimensions mathématiques. Et puis à un moment, il y a un être de 4e dimension qui débarque. Mais bon, voilà, c'est de la parabole mathématique. Ouais, c'est basé sur des vrais concepts mathématiques, mais est-ce que les mathématiques sont des sciences? Donc voilà, c'est la question que j'avais. Oui, alors Flatland, je dirais pas. Alors Flatland, il veut montrer des choses aussi d'ordre social, quoi, sur les rapports sociaux dans ces êtres à 2 dimensions qui sont des polygones. Alors les basses catégories, c'est les triangles. Il faut toujours s'en méfier. Ils sont pointus, on peut s'abîmer. Et puis les boss, ceux qui pensent, ils sont des polygones à beaucoup de côtés. Les grands sages, c'est des polygones à tellement de côtés qu'ils sont presque circulaires. On se rend même pas compte qu'ils sont polygonaux tellement ils ont 100 ou 200 côtés. Alors ceux-là, c'est vraiment les super boss. Donc, c'est empreint de toute une pensée de l'époque, quand même, qui est plus tout à fait d'actualité. Mais par contre, en revanche, de Flatland, la version hard science de Flatland, c'est ce qu'on a fait Dewdney. Comment il appelle ça? C'est pas vraiment un roman, mais il part de Flatland et il essaie d'imaginer toutes les machines que, justement, Abbott n'imagine pas. Il décrit des choses un peu simples. On rentre dans la maison, on sort de la maison, mais il décrit comment on se croise pour éviter de se piquer à ceux qui ont des pointes, et puis comment on se déplace, etc. Comment on se voit, comment on se perçoit. Mais Dewdney, qui est un mathématicien pour le coup, essaie de construire des machines. C'est quoi un verrou à 2 dimensions? Comment on ferme la porte de sa maison? Comment on fait une machine à vapeur, etc. Et donc là, il pose vraiment des questions de hard science. Donc je dirais plutôt Dewdney, enfin l'extension Dewdney de Flatland, ça c'est de la hard science, parce qu'il met une petite histoire dedans, mais enfin qui est assez légère. Par contre, Abbott, il met une histoire, mais avec un point de départ géométrique fondamental. D'autres questions? Je ne sais pas. Là-haut. C'est une question. Alors, je sais pas, mais je crois qu'il y a un podcast qui s'appelle Plus que de la SF qui a interviewé la traductrice de Greg Egan en France. Ouais. Et elle aborde pas. C'est Sylvie Denis qui a beaucoup bossé, et qui elle-même écrit, qui elle-même est autrice de science-fiction assez hard, ouais. Et elle parle de ce genre de problématiques en fait. Donc, mais ouais, alors sans généraliser, c'est vrai que pour avoir discuté avec Jean-Daniel Breg, Pierre Pellurestanti, enfin des traducteurs classiques de SF, certains d'entre eux transpirent un peu. Hein. C'est-à-dire que vraiment, il y a des moments où ils sont obligés de faire des recherches. Enfin, voilà, sans être des scientifiques, ça leur demande un peu d'effort supplémentaire.
C'est le travail du traducteur finalement, parce qu'il y a plein de situations aussi, des situations culturelles, simplement pour traduire un mot qui est dans un contexte. Alors évidemment, les traducteurs sont censés connaître le contexte culturel de la langue dans laquelle le texte est écrit. Enfin, des fois, il y a des choses qui peuvent échapper, il y a des choses qui sont un peu mystérieuses, des références, les néologismes, des private jokes, des néologismes. Ouais. Et du coup, le traducteur, il a toujours un travail qui peut. Enfin, je sais pas, celui qui a traduit le guide du routard galactique, enfin le guide du voyageur galactique, enfin c'est voyageurs maintenant. Bref, Ils n'ont pas eu le droit à le routard. Ouais, il a dû suivre un peu quoi aussi, parce qu'il y a plein de néologismes, il y a plein de choses et de situations un peu compliquées à traduire. Donc de jeux de mots, enfin etc. Donc le traducteur, il est toujours, le traductrice est toujours un peu en train de suer une malheureuse pour essayer de traduire le texte dans la langue cible. Et alors quand c'est de la science, ça ça pas peut assez grâce aux traductrices et aux Quand traducteurs c'est- qui font vraiment un boulot. C'est Ouais. effectivement Quand un boulot titanesque. quand c'est de la science, c'est aussi compliqué. Mais c'était le cas aussi de Gwenel Gaffry quand il a traduit du chinois. Ouais. La trilogie à trois corps, le problème à trois corps, la trilogie à trois corps. Donc du coup, et ça, pour le coup, Gwenel Gaffry s'est adressé. Il y a des situations, il s'est adressé à un astrophysicien qui n'était pas moi, donc je lui en veux un peu, mais non, il s'est adressé à l'astrophysicien parce qu'il avait besoin d'avoir quelqu'un. En fait, il a été malin. Il n'est pas idiot, Gwenel Gaffry. Il s'est adressé à un astrophysicien que je connais en plus, un jeune homme que j'ai eu, un étudiant en Polytechnique et qui est d'origine taïwanaise. Donc le chinois, il connaît. Et il connaît l'astrophysique aussi. Donc, du coup, il avait la combo chinois-astrophysique, et lui, il est traducteur du chinois graphique. Donc, il avait besoin de quelqu'un qui soit un peu dans les deux coups pour comprendre la langue et comment les mots techniques sont construits dans cette langue-là,